Ce soir au point, après 25 ans d'assurance maladie au Canada, faut-il remettre en question l'universalité et la gratuité des soins? Pour financer les coûts de la santé, faudra-t-il faire payer les usagers? Bonsoir. Pendant qu'aux États-Unis, Bill Clinton propose un régime d'assurance maladie publique pour les 15 millions d'Américains pauvres, eh bien ici au Canada, notre propre système est en crise. Parce qu'il nous coûte trop cher, on se demande maintenant s'il ne faudrait pas créer un impôt sur la santé ou bien carrément faire payer ceux qui consomment des soins médicaux. Eh bien, c'est tout ce débat sur le fameux ticket modérateur que nous voulons relancer ce soir au point. Et je vous présente mes invités. D'abord, en ligne avec nous en Floride, Claude Castonguay, qui a présidé la commission d'enquête qui recommandait à l'époque la création au Québec d'un régime universel et gratuit d'assurance maladie. Aujourd'hui, Claude Castonguay propose de réformer le régime et même de faire payer certains services aux usagers. Robert Marier est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il propose qu'on permette la création d'un système privé de soins de santé. Ghislain Dufour, ancien administrateur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et président du Conseil du patronat. Il propose la privatisation de plusieurs soins médicaux et une forme de ticket modérateur. Enfin, André-Pierre Contandriopoulos est directeur du département d'administration de la santé à l'Université de Montréal. Il s'oppose à toute forme de participation des usagers au financement des soins médicaux. Alors maintenant, avant de lancer le débat, voici un reportage de Julie Meuville-Deschênes à Ottawa qui nous rappelle tous les débats qui ont entouré la question de l'assurance maladie au Canada depuis ses origines. Le docteur Paul Ferron a pratiqué 15 ans la médecine dans un quartier pauvre au sud de Montréal, avant l'entrée en vigueur de l'assurance maladie. Il n'a pas oublié les effets de la médecine privée. Au début des années 60, j'ai accouché des femmes qui revenaient de Montréal en travail. Ils avaient été refusés. J'ai connaissance de 2 hôpitaux qui avaient refusé parce qu'ils n'avaient pas ni la Croix-Bleue ni le 75 $. Et on les accouchait à domicile. Plus du tiers des patients du docteur Ferron n'avaient pas les moyens de le payer, ce qui n'avait rien d'exceptionnel à l'époque. J'ai souvenance de beaucoup de cas de couples, surtout des couples âgés, qui venaient au bureau et pour soigner monsieur. Et puis, je m'occupais de lui, je prenais sa pression, je réglais son problème. Et évidemment, c'était le prix d'une consultation. Ça a changé les prix. Mettons que c'était 5 $. Et là, je sentais que sa compagne, la vieille dame, avait tendance à me tendre son bras. Hein? Évidemment, elle voulait que je prenne sa pression aussi. Il ne fallait pas que ce soit une deuxième consultation. Il n'y avait pas les moyens. Et là, je prenais la pression tout en continuant à causer, sans donner l'impression que je prenais la pression. Nous sommes ici dans une salle de chirurgie endoscopique à la fine pointe de la technologie. Tous les malades, quel que soit leur revenu, peuvent y avoir accès. Mais l'histoire de ce système public de santé au Canada que tout le monde prend pour acquis a été longue et tortueuse. Elle s'étale sur plus d'un demi-siècle et elle se caractérise à chaque étape par une lutte des médecins contre toute atteinte à leur pouvoir et à leur liberté par les gouvernements. En 1919, les libéraux de Mackenzie King inscrivent dans leur programme la promesse de mettre sur pied un système d'assurance maladie. Mais rien n'est fait. La Grande Dépression ravage les maigres services de santé en place. Les pauvres, les malades sont livrés à la charité. C'est de la dépression que naît le CCF, une coalition de syndiqués, de fermiers et d'intellectuels. Le CCF, avec à sa tête Tommy Douglas, remporte une éclatante victoire aux élections de 1944 en Saskatchewan, devenant ainsi le premier gouvernement social-démocrate d'Amérique du Nord. And set up in the province of Saskatchewan a prepaid medical care program. En 1947, naît le premier programme d'assurance hospitalisation au Canada. Tommy Douglas devient chef du NPD fédéral, mais pas avant d'avoir jeté les bases d'un système complet d'assurance maladie en Saskatchewan, dont l'entrée en vigueur est prévue en 1962. We are here to say that this is a bad law. Les médecins accusent le gouvernement de les conscrire. Une soixantaine d'entre eux quittent la province.
Ils réussissent à mobiliser à leur cause la presse et une partie de la population. La qualité des soins, disent les médecins, va souffrir de la gratuité. Did you know we had an open heart surgeon in Regina and now he's gone? Now, this sort of propaganda, in my opinion, is an insult to the intelligence of the people of Saskatchewan. Le CCF tient bon. Il fait venir des médecins d'Europe pour remplacer ceux de la Saskatchewan qui font grève pendant 23 jours avant de s'avouer vaincus. L'assurance maladie était née en Saskatchewan. Cette province était bien en avance sur le Québec, où l'on venait tout juste d'accepter de se joindre au programme d'assurance hospitalisation, financé en partie par Ottawa. 1 510 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qui du 1er janvier 61 au 1er octobre 62 ont bénéficié de l'assurance hospitalisation. Pendant ce temps, à Ottawa, le NPD presse le gouvernement minoritaire libéral de Lester B. Pearson d'étendre à tous les Canadiens le droit d'être soignés gratuitement. I was in favor of having a system of Medicare insurance because I had been brought up in a working class district and our income during the Depression was very low and often had to look to the doctor just for charity, just because we had nothing to pay. La bataille avec les provinces est épique. L'Ontario et le Québec de Jean Lesage ne veulent rien entendre d'une intrusion du fédéral dans un nouveau champ de juridiction provinciale. Pearson propose alors de payer 50% des coûts de la santé, mais d'en laisser tout le contrôle et l'administration aux provinces. Seule condition, les provinces devront respecter 5 grands principes, qui sont d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. L'assurance maladie doit être accessible à tous, universelle. Tous les soins nécessaires dispensés par un médecin doivent être couverts. Son administration doit être sans but lucratif. Et enfin, elle doit être transférable entre les provinces. Les médecins ont peur de devenir des fonctionnaires. Le cabinet Pearson est divisé. Mitchell Sharp réussit à faire retarder jusqu'au 1er juillet 1968 l'entrée en vigueur de l'assurance maladie, car les autres programmes sociaux avaient déjà fait bondir les dépenses fédérales. My financial advisor said, hold it down a bit. You know, don't increase your expenditures so rapidly. Don't bring Medicare in next year. Otherwise, there will be, the financial world will take alarm and just say Canada's going overboard and there's going to be a great inflation in Canada. Well, let me tell you, that was a difficult time for me. I was not very popular. Les provinces se joignent une à une au régime national. Au Québec, on interdit d'emblée aux médecins de réclamer à leurs patients un supplément aux tarifs remboursés par la régie. Les spécialistes se rebellent et en pleine crise d'octobre, ils font grève pendant 16 jours avant qu'une loi les force à reprendre le travail. Si le médecin faisait la grève, j'avais besoin d'un cardiologue, mais évidemment, je serais embêtée. Ça, c'est la loi de la grève, on s'en tire pas. Je ferais comme les autres. S'ils veulent pas te soigner, ils vont mourir. Ils comprennent pas l'ampleur de cette révolution médicale, là. Tout ce qu'ils voient là-dedans, c'est une question de sous. Si tout le contexte social autour de nous est content et satisfait des soins qu'on lui donne, socialisons, mais socialisons par étapes et non pas tout d'un bloc comme on a voulu le faire. Le Québec a interdit la surfacturation, mais dans les autres provinces, cette pratique est tolérée et répandue. En Alberta, par exemple, près de la moitié des médecins surfacturent les malades. Le fédéral décide de se doter d'une loi pour sévir. Il heurte ainsi les susceptibilités provinciales de plein fouet. Je bâtis dans la nouvelle loi, et nous tentons de l'expliquer le plus clairement possible, une série de pénalités telles qu'elles ne soient pas trop grosses que pour faire de l'interruption des services et deuxièmement, par ailleurs, qu'ils soient suffisantes comme pénalité que pour motiver les provinces à respecter l'assurance santé comme c'est le cas au Québec en ce moment. Fort de sa nouvelle loi canadienne sur la santé, le fédéral retient des millions en subventions aux provinces jusqu'à ce qu'elles interdisent la surfacturation. Have you been able to get medical care? No. No. Do you know anyone that has? Because yes or no? Yes or no? No. Thank you. Encore une fois, les médecins se rebellent avant de plier les chines, en particulier en Ontario, où ils font 25 jours de grève. There will be no further
elective admissions, and all services will begin to wind down on the basis of discharging those who can be discharged. We will not give in to these bastards. Depuis ce temps, c'est la crise financière grandissante du système de santé canadien qui a pris toute la place. Les dépenses globales du Canada dans le domaine de la santé ont quintuplé en 15 ans, passant de 12 milliards en 1975 à 66 milliards et demi de dollars en 1991. Ces dépenses représentent 9,9% du produit intérieur brut, plus que tous les autres pays ayant des régimes publics de santé. Pourtant, dans un pays comme le Japon, où l'on dépense moins qu'au Canada en matière de santé, l'espérance de vie est plus élevée. Le gouvernement fédéral se sert de ces statistiques et de son déficit pour dire qu'il y a suffisamment d'argent dans le système et pour justifier sa décision de réduire sa contribution aux provinces. Alors qu'en 1980, le fédéral payait 32,9% de la facture globale, sa part avait diminué à 24,4% en 1991. Le Québec évalue avoir subi l'an dernier un manque à gagner d'1,123 milliard à cause de cela. La récession et le vieillissement de la population accentuent la crise. La première des choses, c'est que le fédéral ait l'argent de ses convictions. Ça, c'est le premier principe qui m'apparaît fondamental. Et le désengagement fédéral est dramatique depuis 10 ans. Qu'on ajoute à ça un ticket modérateur pour qu'on prenne conscience qu'il faut payer pour les services. Mais je pense qu'il faut un peu de tout. Je pense qu'il faut prendre conscience des gens et peut-être mettre le système en place, comme vous dites, parce que peut-être un jour, on débouchera sur, comme on entendait tout à l'heure parler le Conseil du patronat, sur une forme d'impôt-service ou faire en sorte que ceux qui ont la capacité de payer paient davantage. Tickets modérateurs, frais d'hébergement dans les hôpitaux, le Québec étudie les moyens de diminuer sa facture de la santé, qui compte pour le tiers de son budget global. Mais le fédéral juge qu'il s'agit d'une atteinte directe à l'accessibilité aux soins garantie par une loi qu'il n'est pas question de modifier. J'ai dit récemment en Alberta, si vous imposez un ticket modérateur, je vais réagir immédiatement en coupant l'équivalent dans les transferts qu'on fait aux provinces. Puis il y a d'autres mesures législatives qu'on pourrait passer qui nous permettraient de limiter, parce qu'il y a beaucoup de transferts aux provinces, il n'y a pas que ceux-là. Le Québec, comme les autres provinces, sabre donc dans les services complémentaires, sur lesquels la loi fédérale est silencieuse. Exemple, les médicaments. Les personnes âgées doivent maintenant débourser 2 $ par ordonnance. Ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est qu'on a vu des gens qui, au lieu de faire renouveler leurs médicaments, les étiraient. Alors, ils en prenaient moins à la fois, ou ils vont les faire durer plus longtemps. Ils vont aussi prioriser dans leurs médicaments. Alors, au lieu de faire renouveler leurs médicaments contre le diabète, contre l'hypertension, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont peut-être choisir les médicaments les tranquillisants mineurs ou les médicaments pour dormir, avec lesquels ils ont un effet immédiat, tandis que les autres, les antihypertenseurs, on ne voit pas l'effet immédiat de la prise de la médication. Un ticket modérateur qui coûte 200 $ par an à ce couple de retraités. Je suis pas pour ça, moi, qui nous impose ça. Je suis toujours rendu à l'âge qu'on est là. Une personne retraitée, une personne de 65 ans et plus, là, ne devrait pas payer ça. Parce qu'il y en a beaucoup, même des résidents, ici. Mais il ne faut pas oublier faut pas oublier les abus, hein. Il y a trop d'abus. On a ici le disque qui déborde en postérieur. Une tendance est indéniable. Une médecine privée est en train de ressurgir. Dans cette clinique, un malade prêt à débourser 200 $ peut obtenir en moins de 48 heures une radiographie à l'aide de ce scanner. On a deux sortes de clients principaux. Tout d'abord, il y en a qui sont envoyés par des organismes, tels la CSST. Un patient sur la CSST, on a un accord avec eux de façon à ce qu'ils puissent venir ici. C'est la CSST qui défraie l'examen. L'autre type de patient, qu'on appelle le patient privé, c'est le patient qui ne veut pas attendre de peut-être 2 mois ou 3 mois dans les centres hospitaliers et qui veut passer son examen tout de suite. C'est le patient qui est soit anxieux parce qu'on lui a dit qu'il a des maux de tête et il ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, ou c'est le patient qui a mal. Des listes d'attente pour les traitements et les chirurgies, des urgences bondées, des équipements désuets, une surconsommation de soins et de médicaments, et des médecins qui voient de plus en plus de patients à l'heure. Les maux de notre système de santé sont nombreux et les solutions complexes. Je pense que le principal problème, il vient pas tellement de la population qui vient de la mentalité médicale. On a l'impression, présentement, c'est une impression,
que le patient qui arrive dans une clinique, un système hospitalier, on se l'envoie de l'un à l'autre, ça donne un peu l'impression qu'il y ait une source de revenus avant d'être malade.